Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans Entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le colonel à la retraite Roger Cuitcheux, écrivain, CEO du cabinet Best Practice. Avec lui, on parlera de gestion d'entreprise, la stratégie militaire à appliquer en management. C'est son cheval de bataille depuis sa retraite en 2019. Colonel, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Madame Maillot. Vous venez dans le cadre de cet entretien pour ce livre. Ce livre paru en 2025, de la tranchée au marché, 20 principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès. Avant de parler de ce livre, coécrit par vous et par l'ingénieur Djidjo Serge Armel, parlons un peu de vous, colonel Cuitcheux. Oui. Vous avez passé 36 ans au sein de l'armée. Vous maîtrisez la stratégie militaire, vous avez coordonné des équipes. Ça fait 6 ans que vous êtes à la retraite. Est-ce que le travail accompli, le quotidien à coordonner les troupes, le quotidien à penser stratégie ne vous manque pas un peu? Alors, déjà, il faut faire 2 mises au point. Je ne suis pas écrivain. Avec un livre produit, vous ne pouvez pas me classer parmi les écrivains. Okay. Ça fait une insulte aux écrivains. Auteur? Peut-être co-auteur en plus. Oui. Je suis co-auteur en plus. En fait, oui, 36 années de service au sein de nos forces de défense et de sécurité. Je suis de la promotion Rodolphe Valamangabel d'Elémia, 1983-1986. Pendant les 36 ans, j'ai pris une part active à ce qu'on peut appeler les guerres, ou bien je préfère les appeler les moments de rupture, 4 grands moments de rupture. Je me suis battu à Bakassi de capitaine à lieutenant-colonel. Je me suis battu au Darfour pendant 2 ans. Je me suis battu en Centrafrique pendant 2 ans. En 2014, j'ai eu le gros privilège d'être le premier commandant de la très prestigieuse 41e brigade d'infanterie motorisée de Kousséri contre le Boko Haram. Donc, au bout de 2 ans, j'ai été nommé attaché défense du Cameroun et voilà, j'ai terminé ma carrière comme diplomate militaire. Alors, si je vous dis qu'après 36 ans, ça ne me manque pas, j'aurais menti. Ça me manque. L'ambiance militaire, les difficultés, les déplacements en pleine brousse sous la pleine lune, les belles pluies du Djerem Nord, le soleil, la faim, la soif. En réalité, toutes ces composantes de la vie militaire me manquent énormément. Mais après, il faut bien pouvoir passer à autre chose. Et s'il fallait résumer donc ces années passées dans l'armée en 2 mots, que diriez-vous? En 2 mots, c'était des années d'expérience, c'était des années au service de la nation. Je ne sais pas si ça fait 2 mots, mais c'est avec beaucoup de joie que je me rends compte aujourd'hui que j'ai eu la chance de participer de manière plus ou moins significative à la vie de la nation. Quelle est la plus belle leçon que l'armée vous ait apprise? L'humilité. Oui. L'humilité parce que devant la mort, vous êtes égaux. La balle qui siffle ne cherche pas le colonel, le caporal ou le soldat. Vous êtes tous égaux devant la mort. Ça veut dire qu'à la fin, il vaut mieux faire preuve de beaucoup d'humilité. C'est la plus grande leçon que j'ai eu à prendre. Et c'est cette humilité que vous souhaitez transmettre aux entreprises que vous encadrez dans le cadre de votre cabinet Best Practice? Absolument. C'est une qualité énorme. Voyez-vous, diriger les hommes, surtout à la guerre, c'est les amener à mourir. Alors, j'ai toujours cette image. Lorsque vous lancez une offensive, pour prendre un point par exemple, au premier jour vous échouez, vous repliez, vous avez perdu quelques hommes. Mais parce que la mission est sacrée, il faut repartir. Alors, quel est le discours que vous tenez à vos hommes pour qu'ils acceptent d'enjamber le corps de leurs camarades pour vous suivre à ce moment-là?
Voyez-vous, vous n'allez pas les tirer comme on amène les bœufs à l'abattoir pour aller remplir cette mission. Donc, il faut une bonne dose de leadership. Et la première qualité de leadership, c'est l'humilité. C'est de regarder le soldat comme un être humain dans toutes ses composantes. Et c'est pour ça que dans les entreprises, nous disons, pour réussir, il ne faut pas regarder l'employé comme un simple outil de production. C'est une sensation, c'est une vie, c'est un vécu, c'est un ensemble de matériaux et de matériel qu'il faut pouvoir coordonner pour booster la rentabilité. Comment vous faites la différence entre l'armée et l'entreprise? Parce que dans les deux, de toutes les façons, on gère les hommes. Oui. En réalité, il n'y a qu'une toile d'araignée qui sépare l'armée et l'entreprise. Si vous regardez sur le plan du vocabulaire, la similitude entre les deux, on parle de stratégie, que ce soit dans l'armée ou dans l'entreprise. On parle d'attaque, on parle de défensive. Tout ce vocabulaire se retrouve à la fois et dans l'armée et dans l'entreprise. Qui plus est, le monde des affaires obéit aux mêmes règles que la guerre. Et encore beaucoup plus important, l'histoire montre que l'analyse des grands conflits de l'humanité à la lumière des réalités économiques contemporaines constitue une source d'inspiration pour les leaders en général et les capitaines d'industrie en particulier. Voyez-vous, la guerre militaire qui est entendue comme affrontement sanglant entre deux groupes dont l'objectif est de détruire l'un des groupes s'apparente à la guerre économique dans laquelle on ne cherche pas à détruire son concurrent, mais on cherche à le dévancer en produisant plus, en vendant plus. Donc en gros, vu cette similitude, cette proximité, qu'est-ce qu'il y a dans la guerre militaire que nous prenons, modifions et appliquons dans la guerre économique? Ce n'est pas du copier-coller, c'est du copier, modifier, coller. Et c'est justement un discours que vous tenez aux leaders, aux managers, que vous encadrez à travers votre cabinet Best Practice. Allons un peu sur le constat qui a été fait, colonel Kwiche. Quel est le problème récurrent observé dans les entreprises camerounaises et même africaines? Voilà, nous avons dit en Afrique, le véritable problème, ce n'est jamais le manque d'argent. Vous allez voir un jeune qui va vous dire « j'ai besoin de capital ». Non, le problème n'a jamais été le capital. Nous avons vu des grosses firmes très riches s'écrouler du jour au lendemain. C'est une question d'état d'esprit, de mindset. C'est une question du grand pourquoi. Pourquoi est-ce que vous travaillez? Et c'est là où la pensée stratégique que nous diffusons intervient. La stratégie qui doit être appliquée et dans l'armée et dans l'entreprise suppose la conscience du temps long. La stratégie suppose sortir du court-termisme. Alors, si vous avez la conscience du temps long, si vous sortez du court-termisme, ça veut dire que vous posez des actes qui vont au-delà de votre personne. Et en posant des actes qui vont au-delà de personne, vous posez des actes hautement stratégiques et les bénéfices se font ressentir rapidement. Donc, c'est un état d'esprit de guerrier, de pugnacité, parce que vous êtes posé les big ideas, comme le disait le général Petrus. Si vous travaillez parce que vous voulez accumuler de l'argent pour construire une maison, épouser une femme ou bien un homme, payer une voiture et vous arrêtez là, vous avez tout faux, vous n'y arriverez pas. Si vous travaillez parce que vous avez besoin d'économiser de l'argent pour aller au Canada ou bien n'importe où, vous n'y arriverez pas. Même si vous voyagez, vous serez planté. Il faut répondre à une grande question. La grande question, c'est quoi? C'est la nation. C'est la nation. Vous pensez que le jeune de 25 ans qu'on engage à un front, il défend quoi? La nation. La nation. C'est si noble. Alors, combien d'hommes d'affaires, combien de capitaines d'industrie se sont trompés d'objectifs simplement en pensant uniquement profit? Parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre qu'à partir du moment où vous prenez même un crédit pour créer une entreprise, cette entreprise va au-delà de votre personne et devient une propriété de la nation. Vu ainsi,
vous avez notre état d'esprit. Voilà, c'est ce mindset, cet état d'esprit que nous voulons que les entreprises puissent avoir. Alors, les leaders ne doivent plus penser rentabilité, mais penser surtout à l'impact social. L'impact social entraîne la rentabilité. Il n'y a rien à faire. L'impact social, l'objectif majeur. En artillerie, nous disons petit bon, petit con. Si vous pensez les petits bons, vous êtes un petit con et vous n'irez pas très loin. Il vaut mieux vous fixer des gros objectifs, les big ideas, et forcément vous allez atteindre. L'état d'esprit que nous prenons, en fait, c'est la voie royale pour atteindre la rentabilité. Parce que si vous arrêtez à la rentabilité, il y a certainement des choses que vous perdez de vue. Oui. Donc c'est cet état d'esprit qui sort au-delà de vous-même qui fait que la rentabilité arrive. Parfois, vous vous heurtez sur la rentabilité, vous vous rendez compte que vous êtes en train de produire et que vous êtes en train d'atteindre des très très gros objectifs. Voilà l'état d'esprit. Le leader devrait avoir cet état d'esprit parce que c'est son investissement, c'est son entreprise, c'est son idée, c'est son projet. Mais le professionnel, l'employé, lui, ne sort tous les matins que pour gagner sa vie. Comment lui transmettre, comment le leader peut arriver à transmettre cet état d'esprit-là à son employé, sans que ce ne soit assimilé à une forme de dictature? Alors, déjà, l'employé dans une entreprise, nous le considérons comme un soldat. Le capitaine d'industrie, c'est le stratégos, donc de l'origine du mot stratégie. Donc c'est lui le leader, c'est lui qui conduit les troupes à la guerre. Deux constats. L'ouvrier vient pas pour vos beaux yeux. Il a besoin d'argent pour nourrir sa famille. Oui. Ça, c'est le premier constat. Mais il appartient donc au capitaine d'industrie de transformer son mental. Tenez, comment vous faites pour qu'un employé accepte de se lever à 4 heures du matin sous la pluie pour venir travailler alors qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas de primes et autres? Pas de motivation. Pas de motivation particulière. Comment vous faites? Alors, en gros, je résume cela en disant, il faut que le capitaine d'industrie s'arrange pour que les ouvriers se sentent moralement redevables vis-à-vis de lui. Moralement redevable vis-à-vis de lui, ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne le traitez pas comme un simple outil de production. OK? Vous ne le traitez pas comme un simple outil de production. C'est un être humain qui a ses sensations. En fait, nous avons un thème que nous développons très souvent, du sentiment d'appartenance dans l'armée au sentiment d'appartenance en entreprise. Voyez-vous, vous devez conditionner vos hommes de telle sorte que, à salaire supérieur, ils se disent non, je suis à l'aise ici, je préfère ne pas partir. Madame Mayo, moi, Monsieur Boujiko, je vais vous traiter de manière à ce que le jour où, colonel Pitch, j'ouvrirai une télévision, que vous dites, colonel, vous me donnez 3 fois le salaire que j'avais chez Boujiko, mais je préfère rester parce qu'il aura créé ce sentiment d'appartenance. C'est un thème majeur que les leaders et les capitaines d'industrie doivent développer. Vous défendez l'idée selon laquelle les leaders et les capitaines d'industrie doivent penser nation. Nation d'abord. Ils doivent penser comme ces militaires qu'on envoie au front, qui ne font que leur travail au nom de la nation. Alors, professeur Kwiche, pourquoi les règles de guerre... Colonel Kwiche. Je revendique ma non-appartenance à la communauté universitaire. Peut-être je vous vois déjà très loin, qui sait? Mon avenir derrière moi sur ce plan-là, ma fille. Alors, pourquoi les règles de la guerre devraient inspirer les leaders et comment ça devrait s'appliquer? Prenons au cas par cas les règles de guerre applicables en entreprise. OK. Déjà, sur le plan de la guerre, il y a ce qu'on appelle les 3 principes fondamentaux de la guerre. L'économie des forces, la liberté d'action et la concentration des efforts. L'économie des forces qui s'applique à la guerre signifie quoi? Ça signifie une allocation judicieuse
des moyens psychiques, matériels, intellectuels pour atteindre des gros objectifs. Et ça rejoint l'une des définitions de la stratégie qui dit que la stratégie, c'est l'art de jeter un pont entre des ressources essentiellement limitées et des objectifs illimités. Nous n'aurons jamais ce que nous... Il y aura toujours une asymétrie entre les objectifs que nous nous assignons ou bien qu'on nous a assignés et les moyens que nous aurons. Donc le stratège, c'est celui donc qui, en utilisant le principe de l'économie des forces, va procéder à une allocation judicieuse de moyens pour jeter un pont entre des moyens, des ressources limitées et des objectifs illimités. Ça s'applique à la guerre, ça s'applique en entreprise. La transposition est vite faite. Le principe de la liberté d'action, c'est combattre en guerre là où l'on veut et quand on veut et comme on veut, malgré l'adversaire. Oui, le capitaine d'industrie doit pouvoir vendre là où il veut, quand il veut, malgré la concurrence. Il faut conquérir cette liberté d'action. Si dans une bagarre, vous avez les mains attachées au dos, vous ne pouvez pas combattre. Donc il faut d'abord pouvoir conquérir cette liberté d'action. Et cette liberté d'action, elle ne s'entend pas seulement sur le plan physique, elle s'entend aussi sur le plan mental. Est-ce que sur le plan mental, les capitaines d'industrie ont cette liberté? Est-ce qu'ils ont conquis cette liberté d'action-là? Est-ce qu'il n'y a pas de pesanteur sociale, administrative et autres qui ne leur donnent pas la possibilité de donner leur plein génie? Ça, c'est une conquête. Après, maintenant, il y a la concentration des efforts. Napoléon disait, j'ai gagné toutes mes batailles parce qu'à la veille, je concentrais toutes mes forces sur le point précis. Il ne s'agit pas de disséminer ses forces. Il s'agit de les concentrer sur le point attaqué, mais en restant attentif aux autres opportunités. Voilà donc les trois principes fondamentaux de la guerre. Dans le livre, nous en développons une vingtaine, mais voilà les trois principes fondamentaux de la guerre qui, ma foi, de manière rapide et utile, sont transposés dans l'entreprise. Justement, en parlant du livre, Colonel Couithieu, parmi les 20 principes militaires qui devraient inspirer les entrepreneurs à succès, vous développez l'idée de la connaissance de soi et de l'ennemi. Pourquoi parler d'ennemi en entreprise? Pourtant, les coachs en management disent que le bon entrepreneur, c'est celui qui sait faire avec les autres, qui sait évoluer avec le concurrent, qui n'est pas son ennemi. Bon, de toute façon, le terme ennemi s'emploie dans le cadre de la guerre. Oui. Donc, dans le cadre de l'entreprise, nous parlons de concurrent. Voilà. Donc, parlant de la connaissance de soi, si vous vous connaissez, vous saurez où aller. La connaissance de soi suppose une analyse personnelle pour connaître et vos moyens, et vos possibilités, et vos hommes, leur disponibilité et autres. Après, vous devez connaître votre adversaire sur le plan de la guerre, votre ennemi sur le plan de la guerre, et sur le plan de l'entreprise, vous devez connaître vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils ont comme outil? Quel est leur soutien bancaire? Combien d'ingénieurs il a? Alors, c'est à partir de ce moment-là que vous connaissant et connaissant l'ennemi, que vous pouvez arrêter une stratégie pour l'attaquer. Est-ce que, en fonction de ce qu'on appelle la balance des potentiels, vous pouvez l'attaquer de front, vous pouvez attaquer le marché de front? Vous pouvez voir quelqu'un qui vend, je dis pas n'importe quoi, des tomates sur un marché, et que le lendemain matin, vous débouchez sur le même marché avec une quantité plus élevée de tomates. Est-ce que vous devez passer par les flancs? Donc, la connaissance de soi et la connaissance de l'autre vous permet d'arrêter la stratégie qu'il faut. Mais connaître l'autre, ce n'est pas une manière d'évoluer en fonction de lui. Forcément, l'autre, comme disait Sartre, est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. Vous devez forcément évoluer en fonction de l'autre. Quand il change, vous devez changer. Et c'est pour cela que dans l'intelligence économique, ma foi, le renseignement, cet outil important. Vous devez pouvoir savoir qu'est-ce que votre concurrent est en train de faire. Même s'il est sur la mauvaise voie. Mais effectivement, quand vous découvrez qu'il est sur la mauvaise voie, vous corrigez le tir. Vous devez savoir ce qu'il fait. Vous corrigez son tir pour améliorer et pour lui damer le pion. En réalité, à la guerre, lorsque vous étudiez un ennemi,
vous vous rendez compte qu'il a du matériel avec lequel il ne peut pas combattre dans une zone boueuse. Si vous réussissez à l'entraîner dans une zone boueuse avec son matériel, mais vous gagnez. Vous gagnez la guerre. Il en est de même dans l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas faire l'entrepreneuriat sans espionnage. Vous ne pouvez pas faire l'entrepreneuriat sans renseignement. Ce n'est pas possible. Ah, Balafon, si vous n'êtes pas conscient de ce que vos concurrents sont en train de faire en matière de promotion, en matière de programme, forget. Il y a quelque chose qui vous manque. Parce que c'est à partir de là que vous devez savoir comment orienter vos programmes pour conquérir plus d'auditeurs. Donc il faut espionner l'adversaire. L'espionnage, c'est péjoratif. Ok. Il faut surveiller l'adversaire. Suivez l'adversaire, cherchez le renseignement sur l'adversaire. L'espionnage, c'est vraiment péjoratif. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été attaché défense. C'est pas de l'espionnage. C'est qu'officiellement, vous cherchez du renseignement pour votre pays, c'est votre travail, c'est pour ça que vous le faites. Mais l'espionnage est interdit. C'est pour ça que j'ai dit que l'espionnage, c'est vraiment péjoratif. Mais sait-on jamais, on dit souvent à la guerre comme à la guerre. Si dans le cas de l'entrepreneuriat, ça peut vous aider, vous pensez vraiment ce que les Chinois et Américains font là? Ils respectent toutes ces règles? C'est le terrain qui commande la manœuvre. Et à la guerre, on attaque surtout par surprise. Parce qu'on ne sait pas de quel côté peut venir l'ennemi. C'est un peu pourquoi il faut faire ce monitoring dont vous parliez tout à l'heure. Absolument. La surprise est une des stratégies qui est imparable. Lorsque vous prenez par surprise, vraiment, vous avez très peu de temps pour réagir. Et on ne peut vous prendre par surprise que si on a pris le temps d'étudier votre manière de faire, d'étudier comment vous comportez. On vous regarde sur une longue période, à quelle heure est-ce que vous vous levez, à quelle heure est-ce que vous vous couchez, à quelle heure est-ce que vous vous rassemblez. Et c'est à partir de là qu'on trouve la faille pour vous attaquer. Prenez une entreprise. Si vous devez par exemple, vous intéresser à une entreprise, son système de ravitaillement. Si vous vous rendez compte qu'à un moment, il y a une faille dans son système de ravitaillement, parce que les camions, les bateaux sont tombés en panne, bingo. C'est à ce moment-là que vous utilisez pour rentrer dans le marché, parce que vous savez que son ravitaillement a pris du retard. Mais si vous ne prenez pas la peine, et ça coûte cher, ça coûte de l'argent, si vous ne prenez pas la peine de connaître profondément son système de ravitaillement pour identifier les failles que vous allez exploiter, mais vous n'irez pas très loin. Et quel que soit ce qu'on fait, il faut penser également à ces troupes. Les troupes qui doivent être boostées au quotidien. Vous prenez dans le livre une illustration, celle de la péninsule de Bakassi. Comment on peut, en s'inspirant de l'actualité de Bakassi, en tout cas des événements de Bakassi, arriver à booster le moral de ces troupes quotidiennement, de manière à ce que nos collaborateurs soient un peu comme nos soutiens? Voilà. Dans l'année comme dans l'entreprise, la première des choses, c'est de célébrer chaque petit succès. Rien ne doit passer inaperçu. Féliciter les hommes pour leur petit succès qu'ils ont remporté. Autant en entreprise, vous travaillez le soir, chacun rentre chez lui, autant à la guerre, vous n'êtes pas sûr que la journée va s'achever, la nuit va s'achever sans que vous n'ayez perdu un homme. Donc, le regard que vous posez sur l'homme au front, à chaque fois vous dites, ça peut être la dernière fois que je vois cet enfant. Donc, le regard que vous posez d'abord sur lui, c'est un regard d'amour, de respect, d'humilité, de considération, qui lui fait comprendre, vous servir, mais il est là pour une grande cause parce qu'il est utile. Vous lui montrez qu'il est utile, qu'il est accepté. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'entreprise, le regard que vous posez sur vos hommes change tout. Nous avons parlé tout à l'heure, il y a quelques instants, d'humilité. L'humilité, ce n'est pas se laisser marcher dessus. Non, c'est faire comprendre aux employés et aux soldats que vous êtes passagers d'un même navire avec le même objectif. Évidemment, il y a beaucoup de principes à découvrir dans ce livre, Colonel Cuitieu, coécrit par vous et par l'ingénieur Djidjou Serge Armel. L'ingénieur Djidjou Serge Armel qui est entrepreneur, qui est coach, qui est le concepteur de la couveuse intelligente. Pourquoi lui ? Pourquoi collaborer avec lui? Est-ce qu'il représente en tant qu'entrepreneur le modèle que vous voulez présenter aux autres? Déjà, vous nous donnez l'occasion de citer, de remercier certaines personnes qui ont contribué à ce livre.
Je vais citer en premier le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Oui, qui a d'ailleurs préfacé le livre. Qui a préfacé le livre, et sa préface a donné beaucoup de légitimité, de profondeur, d'épaisseur à cet ouvrage. Moi, je le remercie profondément. Le postfacier, qui est un capitaine d'industrie, l'honorable Shuga Bakam Guillaume, qui a rédigé la postface de ce livre. Moi, je le remercie. Enfin, Armel, qui est mon co-auteur, il faut restituer les choses. Armel est à l'origine de ce livre. Parce que quand je contacte Armel pour que nous puissions faire des conférences ensemble, moi, j'avais besoin de quelqu'un dans mon équipe qui avait le regard de l'entrepreneur. Autant je pouvais parler de la conception militaire, des principes, et essayer de les transformer dans l'entreprise, mais je n'avais pas le ressenti d'un entrepreneur. Alors, Armel était un inventeur, et surtout parlant beaucoup de l'innovation, qui est quelque chose qui nous manquait énormément. J'ai choisi donc Armel parce qu'il était universitaire, entrepreneur, inventeur. Moi, je pense qu'il avait tout ce qu'il fallait. Après, c'est lui qui m'a dit, mais colonel, tout ce qu'on fait là, on peut mettre ça en livre. Et puis, moi, je l'ai suivi. Et le livre, le voici. Et le livre est là. Voilà, merci Armel. Alors, colonel Kuitche, le livre est disponible, de la tranchée au marché, 20 principes militaires qui inspirent les entrepreneurs à succès. Pourquoi les entrepreneurs devraient absolument faire de ce livre un livre de poche? Un livre de poche, un livre de chevet, parce que, premièrement, il est très facile à lire. Il est séquencé de manière à ce que vous puissiez le lire aisément. Oui. Parce que dans le livre, nous énonçons un principe militaire, on l'explique sur le plan militaire. Je l'illustre avec des anecdotes que j'aurais vécues dans les 4 guerres, la plupart, ou ce que j'ai vécu, ou bien une bataille de l'histoire, Gettysburg aux États-Unis ou autre. Et après, Armel montre comment ce principe est utilisé en entrepreneuriat. Ça, c'est le 3e mouvement. Et le 4e mouvement, qui est le dernier, le plus important, comment transposer ce principe en entreprise. Donc nous sommes entrepreneurs, si vous voulez utiliser par exemple le principe de la concentration des efforts, le principe de la surprise, voici ce que ça fait. Et on l'illustre également avec ce que les Toyota et autres ont eu à faire. Donc, ça c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, il faut très bien que nos capitaines d'industrie comprennent, vraiment, messieurs, nous sommes en guerre. Comprenez-le ainsi. Nous sommes en guerre et certaines batailles se gagnent sans tirer un seul coup de feu. Tant que les capitaines d'industrie ne comprennent pas que nous sommes en guerre et qu'il faut adopter des attitudes de guerriers, pendant longtemps nous serons encore des esclaves. Je le dis et je le répète, il n'y a qu'une toile d'araignée qui sépare la guerre militaire et la guerre économique à laquelle je vous convie. Message passé. Merci beaucoup, colonel Roger Kuitche, d'avoir accepté notre invitation. Et félicitations pour ce livre qui fait de vous aujourd'hui un co-auteur, un auteur. Bon. Merci infiniment. Je félicite Balafon Télévision. C'est la première fois que je viens ici. J'espère que ce ne sera pas la dernière. On l'espère également. Je vous félicite particulièrement parce que je regarde vos émissions. Merci. Vous êtes déjà une guerrière, une Amazone. Ça, c'est à féliciter. Et voilà, bon vent. Merci, colonel. Merci aussi à vous à la maison. Ne manquez pas de vous procurer ce livre hautement important pour les professionnels et même pour les leaders. Restez sur Balafon Télévision. Les programmes se poursuivent. À très vite.